Il y a des gens encore en haut là, parce qu'ils sont... Où est-ce qu'ils sont sur l'ordinateur là? Ah, ça apparaît. Ça apparaît, C'est là. ça vient C'est d'apparaître. bon. Voilà, magnifique. Bon, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler des nouvelles techniques. En fait, je vais vous parler du défibrillateur sous-cutané. Quand même, ça, principal. Modification. Donc, voilà. Bon, donc je vais faire bref parce que Laurent a décrit tout ça. Le défibrillateur, ça peut poser souci pour faire du sport en cas de traumatisme. Il y a des sports où il n'est pas conseillé de faire une syncope, comme celui-là. Il y a certaines cardiopathies où le sport peut déclencher l'arythmie. Et après, il y a un certain nombre de sports où, effectivement, l'utilisation du bras, des épaules, l'aviron, par exemple, c'est problématique hein, quand même. Faire du sport avec un défibrillateur endocalitaire, sur le long terme, c'est un problème. Je ne crois pas qu'il y ait de démonstration de ça, mais la pratique, quand même, on voit bien quand même que chez les patients jeunes qui font de l'haltérophilie, on n'est pas surpris qu'ils reviennent. En pratique, on n'en a pas beaucoup, mais le peu qu'on a eu, ils sont revenus pour des problèmes de son. Alors ça, c'est pas des statistiques, mais moi, je serais assez précautionneux là-dessus quand même. Voilà, donc, effectivement, la position du sport et du défibrillateur, ça a été un peu remis en question par cette étude-là, donc je ne reprends pas ce qu'a montré Laurent. Voilà, ce qu'il faut intégrer quand même, c'est que il y a deux problématiques, c'est-à-dire que ce sont souvent des patients jeunes, on va partir du principe que ce sont des sportifs, on va partir du principe que il y a le problème de est-ce qu'ils vont pouvoir faire du sport, mais après il y a aussi qu'est-ce qui se passe du fait qu'ils ont un défibrillateur, et donc l'indication du défibrillateur, l'indication de la voie d'abord, il faut intégrer le fait qu'il soit sportif et le fait qu'il soit jeune. Alors, les deux peuvent se trouver, parce que vous pouvez avoir différents problèmes, vous pouvez avoir des problèmes d'infection, vous pouvez avoir, bon ça c'est des problèmes un peu spectaculaires de perforation. Ça, c'est moins spectaculaire, mais je pense que c'est quand même extrêmement problématique. Au fait que quand on met une sonde endocalitaire chez un patient jeune, au bout de 10 ans, il y a 40% de thrombose. Ça, pour faire une pratique sportive, déjà, c'est de thrombose. Mais sur le long terme, voilà, il faut réfléchir. Effectivement, il peut faire du sport, mais s'il thrombose à l'âge de 30 ans ou 40 ans et qu'on est obligé de passer de l'autre côté, il ne faudrait pas qu'il thrombose de l'autre côté aussi. Donc c'est quand même, quand on met des sondes endocalitaires, ça permet de sauver des vies, ça c'est évident, mais en fait, on crée une nouvelle pathologie en rapport avec la présence des sondes. Et puis vous avez ce genre de tableau assez catastrophique. Là. Ça c'est un jeune patient qui avait d'abord eu un DEF épicardique, et puis après qui a eu 1, 2, 3, 4. Alors, on arrive des fois à des tableaux assez incroyables. Voilà. Et ce qu'on disait effectivement, bon, le maillon faible du système, c'est quand même la sonde endocalitaire, avec des durées de survie de sonde en fonction des sondes, bon, qui peuvent être bas, hein, qui sont à 60% de survie à 8 ans. Donc là, la question c'est, si un patient de 30 ans, on sait qu'à un moment donné, il y aura une dysfonction du sonde, c'est obligatoire. Et on a envie que ce soit le plus tard possible, mais en même temps, on sait que si c'est tard aussi, l'extraction sera d'autant plus difficile. De dichotomie. Voilà, donc si on regarde les chiffres sur le défibrillateur, l'étude qu'on a vue là, c'est 100% de défibrillateurs avec des sondes endocalitaires. Il n'y avait aucun défibrillateur sous-cutané à cette époque-là. On a très peu de données. Je vais vous présenter moi, les généralités. Bon, en gros, ça a quand même beaucoup évolué dans le temps pour arriver à ça. Voilà, l'idée quand même, c'est cette idée-là. Quand on met des sondes à l'intérieur du cœur, bon, on crée une nouvelle pathologie. Donc le défibrillateur sous-cutané, c'est une histoire qui dure maintenant. Voilà, enfin, les premiers cas implantés chez l'homme, c'était au 2002. C'était au début une société Cameron. Il y a eu un papier dans le New England en 2010, pas de faisabilité. Puis ça a été racheté par Boston, une capacité de diffusion plus importante, le développement également plus important. Il y a des registres qui ont été lancés à ce moment-là. Il n'y a jamais eu d'études de validation de survie ou ce genre de choses-là avec le DEF sous-cutané. On considère que les études ont été faites avec le DEF endocalitaire, et ce qu'on va essayer de montrer, c'est une non-infériorité avec ce type de dispositif. Il y a eu quelques évolutions techniques, il était assez gros au départ, hein, vous allez en voir après un certain nombre. Il s'est un peu affiné, la dernière génération est quand même plus facile, plus fine, avec des possibilités technologiques qui commencent à se développer. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à développer, mais ça a déjà bien progressé avec par exemple une possibilité de télémédecine. Alors si on prend les recommandations européennes qui viennent de sortir sur la mort subite, vous avez une indication de classe 2A pour le défibrillateur sous-cutané comme alternative, une alternative possible au défibrillateur transveineux s'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire s'il n'y a pas besoin de stimulation cardiaque, pas besoin de resynchronisation ou pas besoin de stimulation antitachycardique. Ça c'est un peu difficile à définir. En pratique, si on prend les chiffres, il y en a 10 000 qui ont été implantés dans le monde, mais ça augmente de façon exponentielle, ça augmente très vite. Il commence vraiment à y avoir on voit un effet aujourd'hui très important.
Bon, nous, on n'en a pas mis beaucoup encore, on en a mis 16 dans le centre. En France, il y en a 570. Il y en a en gros 55 par mois en France. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça s'implante. Ça se fait sous anesthésie générale, on dégage le bras, on dégage la région axillaire. Donc c'est là qu'on mettra le boîtier, on fait les repères avant, on mettra une électrode ici et une électrode là. Le principe donc c'est de faire la loge, de faire une seconde incision ici au niveau de la xiphoïde. Et le principe ça va être de tunneliser une sonde pour l'amener de là jusque là. Donc, vous allez mettre la sonde, taper par un fil, et en gros vous allez tirer. C'est sous-cutané, on est entièrement extrathoracique. Une fois qu'on fait sortir la sonde ici, le principe c'est de mettre l'autre électrode à ce niveau-là, donc on fait une incision ici une fois qu'on a repéré. Et même chose, on va tunneliser la sonde, de façon à la faire sortir à ce niveau-là. On va faire une fixation ici, une fixation là, et on va connecter la sonde. Imaginez bien que les contraintes sur les sondes sont complètement différentes, elles sont extrathoraciques. Il n'y a pas besoin d'avoir un stylet à l'intérieur, donc ça les rend beaucoup plus faciles à confectionner, on va dire. Et les contraintes, on n'a pas besoin d'avoir de choses trop molles comme quand vous voulez être à l'intérieur du cœur. Je pense que la solidité, ça sera validé avec le temps, elle devrait en théorie être plus importante avec ce type de chose. Alors après, il va se poser la question de la loge, ça va être important chez le sportif, où est-ce qu'on met la loge? On va la mettre au niveau de la 5e côte généralement, et au niveau axillaire, sur ou sous le muscle. Bon, alors voilà, évidemment chez le sportif, vous allez avoir des disparités importantes entre, on va dire que c'est un marathonien et joueur de rugby peut-être, particulier, mais joueur de rugby quand même. Voilà. Là, vous allez avoir plus ou moins de place. Chez un marathonien, ça peut être compliqué de le mettre sous le muscle s'il n'y en a pas. Voilà, donc un exemple là d'un patient jeune, assez solide. Voilà, vous avez du muscle, vous pouvez le mettre. Voilà, ça c'est important, c'est une indication, c'est une implantation qui est très simple en fait. Voilà, si ce n'est que cette région-là, on est un peu moins habitué, donc il peut y avoir des problèmes de saignement. Quand je dis simple, les complications possibles sont des problèmes de saignement et éventuellement des problèmes d'infection. Donc là, il faut faire attention à bien mettre. Mais en gros, l'implantation, elle se fait sans tablier, elle se fait sans irradiation pour le patient. Bon, il y a quand même des avantages et la sonde est extrathoracique. Voilà, une fois que vous avez ça, vous connectez votre boîtier et vous allez sortir donc avec une cicatrice à ce niveau-là, une cicatrice ici. Là, vous allez alors fixer l'électrode ici, fixer l'autre électrode ici. La nécessité de cette incision, elle se discute aujourd'hui. Peut-être qu'on arrivera à des implantations avec juste 2 incisives. Voilà des exemples, vous voyez, quand vous êtes fin, quand c'est sous la peau, c'est quand même, voilà, donc ça, il y a peu de données sur le sportisme. Bon, il faut réfléchir à quel moment ça va gêner, est-ce que ça peut, voilà, est-ce que ça va frotter sur, je sais pas, les tennis, du volley, il faut voir. Bon, après, si vous êtes un peu plus fort, effectivement, ça passe mieux. Si vous avez une grosse partie musculaire chez les patients très sportifs, c'est beaucoup moins saillant. Et aujourd'hui, les boîtiers sont moins importants qu'ils n'étaient avant. Alors, quels sont les résultats? Les résultats sont que, donc il y a 2 gros registres, avec, on va dire, 1000 patients sur la sonde, un peu moins, 800 patients sur la sonde des 2 registres. Ce qu'on retrouve, c'est que quand on induit en salle, mais ça marche, la défibrillation. Objectivement, cette partie-là, elle pose assez peu de problèmes. Dans une immense majorité des cas, la défibrillation est efficace avec un seul choc, dans plus de 90% des cas. Cet appareil, il est capable de délivrer 5 chocs de 80 joules. C'est des thérapies sous-cutanées, donc il y a besoin de beaucoup plus d'énergie, ce qui explique la taille du boîtier. Alors, ce qui peut poser problème, voilà, on va voir après la qualité de la détection, et le type de détection est complètement différent avec ce type d'appareil. Voilà, ça rapproche plus du reveal, de l'électrode surface, que de quelque chose d'endocalitaire. Donc ça change complètement. On avait un peu peur sur la discrimination. Il y a des progrès qui se font, objectivement. Ce qui posait problème au début, c'était la surdétection de l'onde de T, principalement. Et on voit qu'en modifiant les zones et avec l'incorporation progressive de différents algorithmes, on arrive à des chiffres finalement qui sont tout à fait comparables, peut-être même aussi bien, ou peut-être même un peu mieux que ce qu'on avait avec l'endocalitaire. Voilà. Un des problèmes chez le sportif, vous avez des électrons un peu particuliers, donc il faut se méfier quand même du rapport entre l'onde L et l'onde T. Même chose pour, dans les complications, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a le problème d'hématome, mais bon, ça se gère. Il y a des problèmes d'infection. Voilà, alors ça, sur ces 2 registres, ils ne sont pas importants. Sur certaines études, c'était un peu plus important. Il y a quand même, c'est pas une implantation qui est difficile, c'est vraiment pas difficile, c'est-à-dire que quand vous commencez une procédure, elle va durer la même durée à peu près, quel que soit les patients. Il n'y a pas de, on ne découvre pas, sur les 16 qu'on a fait, les 16 sont à chaque fois la même durée. Mais bon, il faut quand même s'appliquer sur la loge parce qu'il peut y avoir ces problèmes d'infection. Le gros avantage, c'est que si jamais vous l'enlevez, ça prend... Il n'y a aucun risque en fait, la sonde est extrathoracique, il n'y a pas de risque propre à l'extraction. Ce qui fait que là, à ce moment-là, mais je pense qu'on ne crée pas une nouvelle pathologie. Nous,
Ça ne devrait pas, mais je pense que sur des indications limites, chez les patients jeunes, on aura plutôt tendance, si on hésite, on aura peut-être plutôt tendance à mettre ce type d'appareil-là parce qu'on sait qu'on ne grève pas, je pense, le pronostic du patient à avoir mis cette sonde. L'extraction, elle est très simple. Alors, ça fonctionne pas, c'est assez proche par rapport à un défibrillateur endocannulaire, mais il y a des différences. Vous imaginez bien que comment on détecte est complètement différent. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 électrodes. Il y a le boîtier, l'électrode proximale, l'électrode distale, et vous allez pouvoir avoir 3 vecteurs différents de détection. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître si vous faites faire des épreuves d'effort aux patients, parce que ça fait partie du bilan du patient. Alors, première chose, quand on propose un défibrillateur sous-cutané au patient, généralement on lui dit, on vous propose ça parce que le défibrillateur endocannulaire a telle limite, tel problème, telle complication. La première chose à faire, avant de dire ça, c'est de faire un test. C'est-à-dire qu'il y a une phase de screening où, ce qui est difficile pour un défibrillateur, c'est de différencier, sous-cutané en tout cas. Quand vous êtes endocannulaire, l'onde de T, elle a une forme complètement différente du QRS. Par contre, en sous-cutané, ça peut être plus problématique. Donc, il faut avoir un rapport entre l'onde de R et l'onde de T qui soit acceptable dans au moins un des 3 vecteurs que je vous ai montrés. On sait que sur une population tout venant, vous avez entre 5 et 15% des patients qui vont être contre-indiqués parce qu'ils n'ont pas au moins un vecteur possible. Donc ce que je veux dire, c'est que chez les sportifs, je ne crois pas qu'il y ait de données, mais on peut se retrouver avec des électrocardiomes extrêmement particuliers. Ce qui fait que, avant de lui promettre et de lui dire qu'il y a des problèmes avec le défibrillateur standard, vérifier qu'on peut lui mettre le sous-cutané, parce que sinon, une fois que vous lui dites qu'il y a des problèmes et que vous ne pouvez pas le mettre le sous-cutané, alors là, c'est vous qui avez des problèmes. Et parce que vous pouvez vous retrouver avec des choses comme ça, avec des ondes de T qui ne passent pas le cut. Voilà. Deuxième chose, donc ça c'était avant l'implantation. Donc en gros, on va mettre des électrodes sur le thorax du patient, sans implantation, et on va vérifier qu'on a bien une dérivation électro qui fonctionne. Je me dépêche. Ensuite, on va vérifier à l'épreuve d'effort, ça c'est important. Donc chez le non-sportif, ça sera systématique chez tous les patients, mais ça sera d'autant plus vrai chez le sportif. Une fois qu'il est implanté, on va choisir un vecteur. L'appareil va le choisir automatiquement, un des vecteurs de détection, mais vous pouvez le changer. Donc là, vous avez un premier vecteur, vous voyez qu'au repos, vous avez SSS, vous avez une détection qui est tout à fait correcte, et quand vous faites faire un effort, vous avez toujours une détection qui est correcte. Donc ce vecteur-là, il passe au repos comme à l'effort. Ce deuxième vecteur, là, c'est le vecteur qui est vraiment pas bon, vous voyez, vous détectez les ondes de T, vous ne détectez pas les ondes de R, donc au repos c'est pas bon, mais à l'effort c'est pas beaucoup mieux. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que chez certains patients, on a un vecteur qui est tout à fait acceptable au repos, et vous avez une analyse assez correcte, et quand vous passez à l'effort, vous avez des ratés. Donc l'épreuve d'effort, elle est indispensable. Une fois que le patient est implanté, je pense qu'il faut même la faire avant pour vérifier qu'un des vecteurs est compatible. Mais il faut la faire absolument après pour vérifier que le vecteur choisi, parce que ça c'est vraiment déterminant dans le fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'il y a comme limite chez un patient sportif ou chez un autre, il ne sait pas faire, c'est ça c'est un défibrillateur Boston, mais endocannulaire, il sait stimuler, il sait faire de la synchro, ça, le sous-cutané, il ne sait pas faire, il n'a pas de possibilité de stimulation au long cours, il peut juste avoir de la stimulation derrière le choc pendant 30 secondes, c'est assez douloureux pour l'instant. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est ça non plus, il ne sait pas faire d'ATP. Voilà. Ça, vous savez, dans les ondes de TV, ça se développe de plus en plus, on traite de plus en plus par ATP, donc c'est ça une des limites aujourd'hui. Bon, voilà, après, il faut voir chez les sportifs qui fait vraiment des tachycardies ventriculaires organisées. Est-ce que c'est une prévention de mort subite? C'est ça qu'il faut savoir analyser. Voilà, est-ce qu'il y a, sur une cardiopathie organique, sur une cardiopathie hypertrophique, il y a peu de risques finalement d'avoir des tachycardies ventriculaires. Ça, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire non plus traiter par ATP en zone de EV. Vous savez que ça se développe de plus en plus sur les DQD. Et ça, c'est quand même un grand bénéfice des années. Voilà. Et la dernière limite que je vous dirais, c'est celle-là. Moi, j'y vois énormément d'avantages, objectivement. Bon, il y a encore une phase peut-être de validation. Je pense qu'il faut les analyser. Il y a eu un sous-groupe de patients jeunes, il y a eu un sous-groupe de patients d'enfants, de cardiopathie congénitale, tout ça. Il y a un sous-groupe de patients avec myocardiopathie hypertrophique, parce que chaque sous-groupe a ses spécificités électriques qui peuvent modifier. Je pense que chez le sportif, c'est évident qu'il faudra aussi des sous-groupes à monter. Il y a une des limites, c'est celle-là, c'est qu'on s'aperçoit quand même qu'il peut y avoir un délai chez un nombre assez important. Les contraintes de détection sont moindres que pour un défibrillateur, puisque pour un défibrillateur, vous devez faire du contrôle si classique parce que vous êtes amené à stimuler si le patient est trop lent. Là, dans la mesure où vous n'êtes pas trop lent, vous pouvez faire des analyses sur un peu plus de cycles. Et ça conduit parfois, et la qualité de la détection conflue
parfois à un peu de délai avant le fait que le choc s'est délivré. Vous voyez, ça commence à la seconde 12, vous délivrez à 36 secondes, ça fait 24 secondes. Bon. En moyenne, on est autour de 14 secondes, mais il y a quand même un certain nombre de patients où on a ces résultats où il y a un petit peu de délai. Voilà, donc les perspectives, moi je vous dis, voilà, il y a pour l'instant des limites, il y a des inconvénients, mais enfin, voilà, dans les indications limites par exemple, et chez les patients jeunes, on ne crée pas une nouvelle pathologie avec ce type de dispositif. C'est quand même un avantage extrêmement conséquent. C'est-à-dire qu'on n'a rien en endocannitaire, on n'a pas de risque d'endocardite, on n'a pas de risque de thrombose, les extractions sont faciles. Ce n'est pas l'outil parfait, mais enfin, ça corrige quand même pas mal de problèmes. Alors à terme, voilà, de plus en plus, on voit des patients qui seront surveillés. Voilà, va se poser par exemple la question de adjoindre ça avec ça, c'est-à-dire un pacemaker endocannitaire. Mais attention à ne pas créer quand même des problèmes supplémentaires. Si vous mettez un pacemaker sans sonde à l'intérieur et vous créez un nouveau problème, vous majorez les complications de celui-là avec celui-là. Et ça sera tout. Merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelques cas, il y a quelques cas de patients effectivement, qui sont sportifs. Il y a un patient qui a un MBA, je sais. Il y a un patient qui fait du foot professionnel aussi, qui ont un défibrillateur. Je pense que dans 5 ans, 10 ans, les prochaines données, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas comme cela. Est-ce qu'il y a une raison technique à le mettre justement en axillaire? Parce que ça doit effectivement être gênant. Par rapport à où? Je sais pas, en pectoral. Ce qu'il faut, c'est avoir un vecteur de défibrillation qui englobe le cœur. Donc si les électrodes sont là, on est obligé. Si on le met là, ça ne couvre pas le cœur. Par rapport à certaines activités sportives, tu n'as pas de crainte pour ta sonde sous-cutanée? Des sports à impact où le ballon peut arriver le hand? C'est possible. Voilà. Ouais, c'est possible. Je pense que là, c'est possible. On a peu de cas pour l'instant d'extériorisation à ce niveau-là. Si, c'est possible, mais quelque part, c'est pas grave. Le risque, non, c'est pas grave. Pas moins grave, c'est pas grave. C'est-à-dire, le seul risque, c'est qu'éventuellement, si tu casses la sonde, au moment où tu casses la sonde, il fasse un problème, il prenne des chocs inappropriés. Mais s'il casse sa sonde, on le prend. Bon, c'est pas un détail, hein, c'est le choix que je pas, mais on l'enlève, on en remet une autre. Hein, voilà, point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque, il n'y a pas de gravité à ce moment-là. La rupture de sonde là, d'abord, il y a moins. Bon, l'extériorisation, c'est un peu plus embêtant parce que si tu extériorises que tu es infecté, ça va être compliqué de repartir aussi sec, d'en remettre une au même endroit parce que tu n'as pas le choix, tu la remettras là. Ça, c'est problématique. Mais en soi, la rupture de sonde n'est pas du tout la catastrophe. Et une fois de plus, les contraintes. Il y a toutes les raisons de penser que c'est plus facile de faire une sonde comme ça, plus facile entre guillemets, de faire une sonde robuste comme ça, parce que tu n'as pas besoin de filer, tu n'as besoin de rien. Si tu fais un truc comme ça, c'est assez simple à confectionner. Faire quelque chose de solide. On va peut-être découvrir que ce n'est pas le cas. Mais... Sur le registre français, quelles sont les indications Sur le registre français, il y a au départ, je pense. Pas les données exactes, mais je pense qu'au départ, on partait plutôt sur des patients jeunes. Ensuite, il y a eu l'ouverture. Alors, les patients jeunes, ça dépend lesquels. Hein. Voilà, un Brugada, par exemple, voilà, aujourd'hui, à mon avis, indication préférentielle, le cardiopathie cardiophysique, indication préférentielle. Plus long, pas forcément parce qu'il faut les stimuler. Ensuite, on va se poser la question des préventions primaires. Donc, si on veut prévenir la mort subite, voilà, même chez un patient de 50 ans qui a 60 ans, 70 ans, qui n'a absolument pas besoin de stimulation, pourquoi pas? Voilà, vraiment pourquoi pas, et y compris en première intention. Pour les TV, on a pas pris ça comme... Pour les TV, oui. Pour les TV, vous pouvez les traiter. Hein. Vous pouvez mettre une zone assez basse, enfin un peu plus basse en tout cas. Mais ça sera un choc électrique qui sera dégueulasse. Après, je pense que la morale quand même des dernières années, c'est qu'on s'aperçoit qu'on traite beaucoup trop les TV avec des défibrillateurs endocannitaires. Donc, quand on attend, finalement, il y en a beaucoup. Pas qu'il n'y a pas besoin de l'ATP, au contraire. Je pense que dans les TV rapides en zone de NV, c'est là où l'ATP, en fait, finalement, c'est là où c'est le plus important. Plutôt que d'envoyer un choc électrique, on envoie un ATP, c'est beaucoup mieux. Par contre, à traiter systématiquement des TV à 150 ou 160 battements par minute, il y a des études qui montrent que ça n'apporte aucun bénéfice en mortalité. Au niveau de la tolérance, tu nous as montré des gens, c'est moi ici, à gauche là. Tu nous as montré des gens assez maigres.
où c'était un peu impressionnant. Est-ce que finalement ils s'en plaignent, ils les supportent bien ou Finalement, alors, il s'en fait en pédiatrie, hein, par exemple. Donc, alors il n'y a pas de limite, mais on allait dire à partir en dessous de 25-30 kg, ça se fait moins. Voilà, voilà, c'est assez incroyable, mais il n'y a pas de dispositifs qui ont été spécialement pensés pour la pédiatrie. C'est-à-dire que c'est le même boîtier, même son. C'est pas marché suffisant, je pense, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même particulier. Après, en pratique, nous, il y a eu des fois, le nouveau boîtier est plus fin quand même. Voilà, c'est quand même un progrès conséquent, c'est pas un détail, je pense qu'on va aller vers ça. C'est vrai que nous, il y a eu des fois où on a peu d'expérience, on en a mis 16. Donc moi, voilà, on ne va pas en tirer trop de conclusions, mais on était, nous, plus horrifiés que le patient. C'est-à-dire que des fois, c'est gros. Non, mais voilà. Et en pratique, finalement, ça se passe relativement bien. Il n'y a aucun patient à qui on a dû enlever parce que ça le gênait. Il y a quelques patients, évidemment, qui vont dire que quand je dors sur le côté, c'est problématique. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons appeler le troisième régional de l'État, Frédéric Sacher, pour la place d'adaptation des arrêtés ventriculaires versus DAI chez le sportif. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs. Alors, je dois avouer que Laurent, pour ce titre, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis demandé où tu voulais que j'aille.